Alors ensuite, on a également deux questions concernant les audits, puisque nous savons que maintenant, les CGA sont systématiquement contrôlés régulièrement, et nous avons eu connaissance d'un rapport d'audit, et certaines remarques nous ont un peu étonnés. Et donc, je voulais vous en faire part, d'une part en ce qui concerne la formation. L'auditeur a estimé que les actions de formation ne sont destinées qu'aux adhérents, membres bénéficiaires, et non pas aux experts comptables, membres correspondants. Or, ces derniers, qui ont qualité de membres correspondants, sont adhérents du centre et font partie du collège des membres associés, voire de celui des membres fondateurs. Il n'y a donc aucune raison de les écarter des actions de formation organisées pour leurs clients adhérents ou pour eux. L'auditeur estime que les formations doivent être collectives et il proscrit les formations individuelles organisées à l'intention de 90 pharmaciens. Les actions de formation individualisées sont autorisées par la Charte des bonnes pratiques et peuvent faire l'objet d'une facturation distincte. Nous ne comprenons pas le veto de l'auditeur sur ce point. Sur quelles dispositions se fonde-t-il ? Alors, tout d'abord, je voudrais préciser qu'on ne connaît pas tout à fait les tenants et aboutissants de l'affaire, donc c'est peut-être un peu délicat de se prononcer sur ce cas particulier. Mais de manière générale, on peut quand même vous donner quelques pistes de réflexion de bon sens. Alors en ce qui concerne les formations, les organismes agréés ont surtout vocation à être des supports d'aide à la gestion pour les entrepreneurs. Donc c'est logique qu'elles s'adressent d'abord dans leur formation aux entrepreneurs en premier lieu. Et c'est en ce sens que, effectivement, je suis assez d'accord avec l'auditeur qui préconise plutôt de s'adresser en premier lieu aux entrepreneurs. Pour autant, c'est vrai que si des experts comptables sont dans le public des actions de formation, bien évidemment, il n'est pas question de les en exclure. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on détourne en fait ces séances de formation pour n'en faire que des formations très spécialisées à vocation uniquement à s'adresser à des experts comptables ou à des professions strictement et spécifiquement déterminées. Et donc c'est dans le sens de la deuxième remarque, à savoir que effectivement un organisme agréé a vocation à se servir de l'ensemble des cotisations pour proposer des formations à l'ensemble des organismes, des adhérents. Et ça serait un petit peu dommage que une partie de ces cotisations soit dévolue uniquement pour le bien de certains adhérents. Et c'est pour ça en fait que la Charte des bonnes pratiques préconisait de faire une facturation distincte quand il y a un public très spécifique qui est voulu. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie de votre réponse. Moi, je dirais quand même que je suis surpris parce que ça fait des années que nous faisons dans notre programme de formation. Nous avons 15 ou 16 séances de formation gratuites. Une séance pour une profession ciblée tous les ans. Par exemple, on a fait une séance pour les pharmaciens. Il y en avait, je ne sais pas, 60. On a fait l'année suivante, on a fait une séance « Comment gérer mon restaurant ?» On en a eu 80. Ça, c'est spécifique parce que c'est une branche qu'on a besoin. Une autre année, on a fait les coiffeurs. C'est une action parmi 16 ou 17. C'est évident qu'on ne va pas faire toutes les actions pour toutes les branches. Mais je ne vois pas, si on fait une action ciblée pour les restaurateurs, parce qu'on estime qu'on a beaucoup de restaurateurs dans les adhérents, je crois qu'on rend service et qu'on est dans tout à fait notre mission. C'est tout. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse... De même, nous faisons une ou deux séances techniques pour les experts comptables. C'est grâce à ça, pour les cabinets d'expertise comptable, pour les collaborateurs, c'est grâce à ça que nous avons pu aboutir quasiment à 100% de télétransmission. Parce que nous avons réuni les cabinets, leurs collaborateurs, nous leur avons expliqué comment le faire, quelles étaient les procédures à suivre, et ça allait dans le bon sens, puisque maintenant, nous sommes quasiment à 100% de télétransmission. Donc, je crois que ça aussi, dans la mesure où les professionnels sont des membres correspondants ou membres fondateurs, ils ont droit à une formation, bien sûr, pas à toutes les formations, à une ou deux formations spécifiques, au même titre que tous les adhérents du CGA. Et je ne pense pas que ça puisse poser un problème à un auditeur quelconque.
Alors, moi, je pense que ce qu'il faut surtout respecter, c'est garder l'idée que l'adhérent, il a une cotisation et qu'à partir du moment où il paie sa cotisation, il faut que les formations qui sont assurées, il en ait le retour ou il en ait le bénéfice. Et c'est pour ça qu'on disait que Valérie tout à l'heure disait que c'est du bon sens. En fait, à partir du moment où tout le monde en bénéficie, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un intérêt collectif et ça devient quasiment une formation, même si elle n'est pas collective, elle devient un intérêt collectif. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a aussi à voir avec l'auditeur, lui expliquer quel est l'intérêt de ces formations qui sont parfois, qui peuvent paraître spécifiques ou ciblées et qui en fait peuvent avoir un intérêt global. Et je pense que là, il sera tout à fait à même de comprendre et d'accepter votre argument. Donc nous allons développer le dialogue avec les auditeurs. Voilà. Très bien, madame. Alors, deuxième question justement sur un audit, c'est le CV. Dans le même audit, d'ailleurs, le même auditeur estime que le dossier de gestion doit être établi après le CCV et non avant. Or, pour apprécier la vraisemblance du résultat déclaré, le centre se doit de prendre en compte les informations contenues dans la déclaration et les ratios calculés pour l'établissement du dossier de gestion. Ces ratios peuvent être utilement rapprochés de ceux dégagés par les entreprises qui exercent dans des conditions comparables. Ainsi, pourquoi ne pas laisser la liberté au CGA de faire le CCV au moment le plus opportun pour lui, en fonction de son organisation? Alors là encore, c'est pareil. On va vous donner une réponse assez générale en la matière, puisque ne connaissant pas le dossier précisément, ce serait difficile de vous le transmettre. Voilà. Et de toute façon, effectivement, on en appelle au dialogue entre l'auditeur et votre organisme. Ça ne peut se régler que par le dialogue avec l'auditeur. Alors, oui, là quand même, vas-y. Mais c'est vrai que de manière générale, il semble assez logique en fait de faire plutôt un dossier de gestion avant un CCV. Voilà. Oui. Bien, merci, et je ne vais pas continuer là-dessus, on ne va pas développer de polémique inutile. Ensuite, j'ai d'autres questions. Réduction du délai de reprise. Quelles années pourront être contrôlées? Concrètement, si un adhérent pour lequel le SIE a reçu un CRM fait l'objet d'un contrôle fiscal, comment se déroulera ce contrôle? Quelles années seront contrôlées et selon quel ordre? Le contrôle portera d'office sur 3 ans et seuls sont retenus les années N-1 et N-2. S'il n'y a pas de pénalité sur les 3 années, ou seulement sur les 2 dernières, ou le contrôle portera sur N1 et -N1 et -N2, et éventuellement sur -N3, et ce uniquement si l'administration retient des pénalités sur les 2 années contrôlées. Comment ça va se passer? Alors là aussi, je crois qu'il y a eu quelques... Enfin, moi, je ne suis pas très ancienne dans le bureau GF2B, mais je crois qu'il y a eu quelques balbutiements, puisqu'il y a eu des modifications qui ont été effectuées dans l'appréciation. Donc, à l'heure actuelle, on vérifiera le N-2 et N-1, et à partir du moment où il y aurait des pénalités autres que l'intérêt de retard, on vérifierait N-3. D'accord, ben voilà, c'est clair maintenant, c'est parfait. On sait N-1, N-2, et s'il y a des problèmes dans N-1 ou N-2, on va sur N-3. Voilà, exactement. Ben c'est clair maintenant pour tout le monde. Merci de cette clarté de réponse. Alors, point suivant, le CRM, les fameux CRM qui nous posent tant de soucis, les comptes rendus de mission. Les intitulés des 4 premières cases du CRM ne sont pas toujours très explicites et le choix est parfois difficile entre l'une ou l'autre case. Et nous avons plein de questions au niveau de la commission juridique à ce sujet. Et parfois, on ne sait même pas quoi répondre. Voici un exemple. Une déclaration rectificative est déposée spontanément avant la date limite du dépôt, avant le 15 mai. Le CRM mentionne absence d'anomalie, case 1. Une déclaration rectificative est déposée avant la date limite de dépôt, suite à une demande du CGA, demande d'information complémentaire ou demande de modification. Quelle est la case qui doit être cochée? Case 1, absence d'anomalie, ou case 2, absence d'anomalie après réponse satisfaisante, ou case 4. Peut-on faire abstraction du premier envoi dans la mesure où la déclaration rectificative parvient au CGA avant la date limite de dépôt et cocher la case 1? C'est très technique, hein, mais c'est des problèmes auxquels on est confronté tous les jours dans les CGA.
Alors, en fait, si je comprends bien, c'est l'intérêt de mettre, de plutôt cocher la case 4 que la case 1, c'est de montrer que l'organisme agréé a bien joué son rôle. C'est pas notre intérêt. Ouais. Non, nous avons un problème avec un membre correspondant expert comptable qui a envoyé un premier dossier, qui a fait l'objet d'une analyse, et qui, entre-temps, avant la date limite du 15 mai, nous a transmis un nouveau dossier. Et dans le nouveau dossier, il n'y a plus de questions. Mais avant, on lui avait posé une question. Alors, est-ce que dans ce cas, puisqu'il transmet dans les délais un nouveau dossier qui a absence d'anomalie, est-ce qu'on coche absence d'anomalie ou est-ce qu'on coche absence d'anomalie suite à question? Parce que c'était dans les délais légaux. Si c'est en dehors des délais, c'est clair. Là, c'est absence d'anomalie suite à question. La déclaration rectificative, elle était spontanée. Elle était spontanée et dans les délais. Ah. Bon, alors, là, je crois qu'il y a eu une étude de Jean-Pierre Cossin qui a été faite et qui est excellente et à laquelle nous adhérons complètement à la DGFiP. En fait, vous me dites que c'est pas la peine si vous avez fait des observations, si vous avez eu des échanges avec votre adhérent et s'il dépose une liasse rectificative avant la date légale. Bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que je trouve qu'à partir du moment où vous avez généré une liasse rectificative, qu'elle soit avant la date de dépôt ou après la date de dépôt, vous avez fait un travail. C'est un travail qui en fait justifie tout à fait votre rôle et qui montre que vous êtes un partenaire, que vous êtes le partenaire que nous attendons. C'est votre travail que vous mettez en valeur, c'est toute votre valeur ajoutée que vous mettez. Je dirais que nous, ça nous est, entre guillemets, complètement égal. Que ce soit avant ou que ce soit après, enfin, avant plutôt, parce qu'après, non, ça nous est pas égal. Que ce soit avant la date légale de dépôt, on n'a pas forcément besoin, mais ça nous montre que vous avez fait votre travail et vous-même, vous montrez que vous avez une vraie relation avec votre adhérent. Et en ce sens, moi je trouve, et j'adhère complètement avec l'étude qu'a fait Jean-Pierre Cossin, qu'il nous a transmis, je pense que vous l'avez eu également, qui indique qu'à partir du moment où il y a eu un échange entre votre adhérent et vous-même, eh bien vous devez le marquer, vous devez l'indiquer, vous devez cocher la case 4 de manière à montrer que vous avez complètement rempli votre mission. C'est votre valeur ajoutée. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime. Très bien, ben, nous en prenons acte, et puis ça ne pose pas de problème. Non, mais il y avait un litige avec un membre correspondant expert comptable qui disait qu'il fallait faire la case 1. Et donc maintenant, c'est clair. Le centre a fait son boulot, il le montre, et on coche la case 4. Montrez votre travail. Que ce soit avant, pendant ou après le délai. Voilà. Du moment qu'il y a une déclaration rectificative suite avec un échange avec le centre, c'est la case 4 et pas la case 1. Voilà.